Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir cher public, merci d'être là. Vous êtes extraordinaires, merci de nous rejoindre chaque semaine, ça fait super plaisir de vous retrouver. Merci à vous si vous nous écoutez en replay, si vous nous regardez en replay sur YouTube et si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous accueillir, chers amis. Je suis pas tout seul, on va parler de l'actualité de la semaine et je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses préférés et surtout une nouvelle cette semaine. On est avec Lorraine Lolo. Salut Lorraine. Salut. Ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Bah de même, ça fait plaisir d'être là. Bah écoute, c'est cool. Raphaël, t'es journaliste et tu es cofondatrice de la Cité des Chances. Ouais. C'est quoi c'est Cité ça. des Chances? Cité des Chances, en gros, c'est une asso qui a vocation à faire en sorte que les jeunes de banlieue et de quartiers populaires s'intéressent à la politique. Ouais. Du coup, on fait des ateliers pratiques dans tout ce qui est lycée, maison de jeunesse, dans la rue, en fait un peu partout. Là, on trouve des jeunes. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on existe maintenant. On est dans toute l'Île-de-France et on espère bientôt élargir à d'autres régions. Voilà. Et bah c'est super, tu es par ailleurs élu local Ouais. dans la ville de Fos. Ouais. énorme, ça. Depuis 2020. 2020, les municipales de 2020, t'as été conseillère municipale. C'est ça, même si personne ne sait concrètement qu'est-ce Moi j'essaye de leur expliquer, mais ouais. Du coup, concrètement, c'est quoi? Vas-y, explique-nous. Concrètement, c'est quoi? Bah en fait, du coup, je fais partie du conseil municipal, donc je suis dans la majorité. L'équipe du maire, en fait, de la maire d'ailleurs, parce que le maire a été élu sénateur, du coup. Là, aux dernières sénatoriales, Pierre Barros, dans le Val d'Oise, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. C'est la deuxième de liste qui devient maire. Donc, rapport au cumul des mandats, tout ça, c'est interdit, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Et du coup, on discute de choses et d'autres, de la cantine, du conseil municipal des jeunes, du trottoir qui est abîmé, enfin bref, un peu tout. Tout ce qui concerne en tout cas la ville, et on s'engueule parfois, beaucoup, parce qu'il y a plusieurs partis. Et moi, du coup, je suis une élue citoyenne, donc j'ai pas de parti politique, même si je suis partie d'un conseil municipal de gauche, d'une majorité de gauche. Mais il n'y a pas de parti. Le maire n'a pas de parti, et il y a des partis, enfin les autres adjoints ont des partis par exemple. Mais donc c'est moi, une gauche non. plurielle, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait la NUPES avant l'heure, ils étaient en retard en fait. Et merci à toi d'être avec nous, Lorraine, très content de t'accueillir sur ce plateau. On est aussi avec Usul. Salut Usul. Bonjour. Moi, je ne connaissais pas Pierre Barros. Oui, mais ça c'est dans le Pokédex, c'est dans le Pokédex des parlementaires. Usul, toi tu es chroniqueur sur Blast où tu présentes l'émission Rhinocéros chaque dimanche et tu es chroniqueur sur Backseat. Aussi, ouais. Et tu n'es pas élu. Non, toujours pas. En vrai, Usul, ça va venir. Justement, j'allais te demander, ça t'a déjà caressé l'esprit? Jamais de la vie. T'as vraiment pas envie d'être élu? Non, mais je réponds toujours, c'est particulièrement à propos ces temps-ci, que les élus, ça va, ça vient. En attendant, El Kabash et Duhamel, ils sont toujours là. Bon, alors ça marche plus maintenant ma formule. Ça marche moins bien. Voilà, bon, Duhamel est toujours là avec toute sa famille, etc. Voilà, donc j'ambitionne de créer aussi une dynastie comme Duhamel. De petits usuls qui vont commenter les trucs, on va leur demander leur avis, on va dire ah oui, c'est intéressant ce qu'il dit et tout, voilà. Donc ça va être ça. Bon, faut que je m'y mette par contre parce que là. Mais blague à part, va falloir s'y mettre. Je t'expliquerai comment on fait. Enfin, il y a des tutos sur internet, tu verras. C'est n'importe quoi. Chers amis, on va se mettre un petit jingle. C'est parti pour les actus de la semaine. Alors, dans l'actualité cette semaine, on va être rejoint, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, on va être rejoint par un troisième chroniqueur, lui aussi un nouveau, presque un nouveau à qui on a proposé de venir, c'est Raphaël M. Salem. Raphaël M. Salem qui était invité il y a 2 semaines quand on a parlé de la situation au Proche-Orient. Et là, il va quitter le costume d'invité pour prendre le costume de chroniqueur de Backseat. Je lui ai proposé de nous rejoindre. Et là, il a du retard à cause des transports en commun, donc il va nous rejoindre. En tout cas, dans l'actualité cette semaine, chers amis, on a une actualité particulièrement brûlante et c'est toujours pareil depuis 15 jours, c'est la situation au Proche-Orient. Il se trouve que Emmanuel Macron, le président de la République, est actuellement en déplacement au Proche et au Moyen-Orient. En Israël, il est allé. Dans les territoires palestiniens, il est allé. C'était lundi. Il a annoncé, par exemple, vouloir élargir la coalition contre Daesh à une coalition internationale contre le Hamas, qui a pris de court absolument tout le monde. Il y a même eu un démenti de l'Elysée pour dire non, l'écoutez pas, il dit des conneries. Et puis ensuite, il a redit un peu. Donc en fait, du coup, tout le monde est un peu sur le cul. Il a aussi annoncé que la France allait apporter une aide humanitaire à Gaza.
notamment via l'envoi d'un navire hôpital, un navire de guerre, et puis la France va aussi donner des moyens supplémentaires à l'hôpital jordanien dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, priorité au direct, dernière information, Emmanuel Macron a mis en garde les Israéliens contre la tentative d'une offensive terrestre massive qui serait, je cite Emmanuel Macron, une erreur. Et il rencontrait le président égyptien Al-Sisi plus tard dans la journée. Voilà pour le décor de cette actualité. On est à un moment important. Est-ce que tu penses, Usul, qu'il avait raison de se rendre sur le terrain, Emmanuel Macron ? C'était un peu un passage obligé, mais c'était pas non plus un passage très attendu par les acteurs locaux qui en ont à peu près rien à foutre de ce que Macron va venir. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas une La France, parole. ça compte pas, tu penses ? Ça compte plus. Ça compte plus. La parole, elle est alignée plus ou moins. Alors voilà, elle est alignée plus ou moins sur celle de Netanyahou et de Biden aussi, parce que Biden est venu aussi dire on a fait des erreurs aussi avec le 11 septembre, il faudrait voir à pas y aller trop fort. Et Macron n'a même pas allé jusque-là, si vous voulez, quand il y était. Donc non, c'est pas, il n'y a pas eu de truc extraordinaire à part cette force. Alors ça, c'est très étonnant. Ça a étonné tout le monde d'ailleurs. Ouais, carrément. Même à l'Élysée, voilà, le truc sorti du chapeau. Qui y va, pourquoi, comment, sur le modèle de quoi. On est encore dans le flou complet. Est-ce qu'il faut qu'on aille, du coup, nous aussi, bombarder à Gaza ? C'est très, très étonnant. Il y a 15 jours, quand on a abordé ce sujet-là, on parlait du caractère structurant de ce débat en France. Qu'est-ce que toi, t'en as observé, Lorraine, de l'effet qu'a, alors peut-être pas cette visite d'Emmanuel Macron, mais du globi-boulga diplomatico-humanitaire qui est en train de se mettre en place ? En fait, la visite d'Emmanuel Macron, elle était forcément attendue. Mais le truc, c'est que oui, effectivement, sa déclaration a pris tout le monde de court. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, le président, en fait, en termes d'affaires étrangères, ça reste un peu le big boss. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, même si l'Élysée est pris de court, il fait ce qu'il veut. Après, là, le truc, c'est que pour moi, c'est un peu flou tout ça. Parce que d'un côté, on a eu, du coup, en France, on a eu Yael Braun-Pivet, du coup, qui disait... la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale qui disait, en gros, Israël a le droit de se défendre, etc. Il y a, même au prix de vie civile, carrément. Enfin, Yael Braun-Pivet est allée assez loin dans ses propos, effectivement. C'est ça. Mais du coup, elle a été soutenue ensuite par Elisabeth Borne, même si elle a un petit peu tempéré quand même, je trouve. Elle a plus, elle a un peu plus parlé des victimes palestiniennes, etc. Mais je trouve qu'elle a, elle a pas non plus démenti totalement ce qu'elle a dit. Donc, en fait, au final, cette visite, on ne sait pas trop quoi... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas trop quoi en ressortir, au final, parce que il prévient de tout ce qui est offensif sur le terrain, sur terre, mais il ne demande pas le cessez-le-feu. Donc, c'est le en même temps. Non, mais c'est vrai, c'est une forme de en même temps, ouais. Biden aussi avait essayé justement de faire en sorte que cette offensive soit retardée, parce qu'elle complique tous les marchandages qu'il peut y avoir avec les otages, qu'il s'agirait quand même de libérer. Et si on bombarde tout, n'importe comment, les tunnels, les machins, les otages sont probablement dans les tunnels. Et donc Biden avait fait un peu la même chose. Donc il s'agit de retarder, mais il n'y a pas de demande claire de cesser le feu. Il n'y a pas eu un... Enfin alors oui, il est allé voir Mahmoud Abbas un petit peu après, mais enfin c'est pas non plus d'une utilité énorme. Mahmoud Abbas dans la situation n'a pas non plus un rôle clé. Et c'était plutôt un message pour dire regardez, je fais le en même temps, quoi. Mais on fait quoi aujourd'hui ? Là, j'ai vu Amnesty aujourd'hui qui appelait un cessez-le-feu immédiat, la situation même humanitaire, sanitaire, c'est-à-dire même pour les gens qui n'ont pas été bombardés, même si vous n'avez pas été tués, vos enfants n'ont pas été tués, vous avez eu jusque-là, vous avez eu du bol. Il n'y a pas d'eau, les hôpitaux ils fonctionnent avec normalement des batteries où il y a besoin de carburant pour faire fonctionner le truc. On interdit toute rentrée de carburant, ou alors très peu. Avant, c'était en temps normal, c'était 500 camions qui arrivaient par jour pour ravitailler Gaza, qui est sous blocus, qui est sous un blocus illégal. Il n'y a même plus d'essence, ouais. Depuis des années. Et là, maintenant, en ce moment, c'est 50 camions qui passent au compte-gouttes. Donc les gens vont avoir faim, les gens vont devenir malades, très certainement, parce que l'eau n'est pas bonne. Et où est la parole de la France, là, qui, je pense, aurait du mérite à affirmer une voix forte là-dedans? Pour le coup, le fait qu'Emmanuel Macron envoie un bâtiment hôpital pour soutenir et qu'il apporte un soutien à l'hôpital jordanien à Gaza, est-ce que c'est pas suffisant pour toi ? Mais l'hôpital jordanien dans Gaza ? Dans Gaza, ouais. Et alors, est-ce que les trucs vont rentrer aussi ? Ça, j'en sais rien. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui rentre là pour l'instant ? Qu'est-ce qui rentre ? Il n'y a pas grand-chose qui rentre. Lorraine ? Bon, franchement, je sais même pas quoi dire parce que c'est... en fait, c'est vraiment le en même temps parce que c'est... il met pas de stop sur le fait qu'on les bombarde, mais du coup, après, il envoie de l'aide humanitaire.
je pense que lui-même, il sait peut-être pas sur quel pied danser, en fait, finalement. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si c'est fréquent que le président de l'Assemblée nationale se rende à l'étranger. La réponse est non. C'est assez inhabituel qu'un président de l'Assemblée nationale ou une présidente se déplace à l'étranger. Il n'y a pas de rôle diplomatique dans la Constitution pour l'Assemblée nationale. On va être très clair là-dessus. Ça fait partie de la politique menée par le gouvernement, sous le contrôle de l'Assemblée nationale, avec le fait majoritaire. Tout ça, je vous l'explique cette semaine, vous connaissez. Mais un président de l'Assemblée nationale qui va à l'étranger, en général, c'est pour des visites diplomatiques d'ordre quasi de courtoisie. Je me souviens de Claude Bartolone, ancien président de l'Assemblée, qui avait fait une grande tournée dans les pays d'Afrique francophone. Socialiste. Mais c'était socialiste et c'était à la fin du quinquennat, donc il n'était pas vraiment là pour porter quoi que ce soit. Là, Yael Braun-Pivet s'est rendue directement sur le terrain. Elle l'a justifié en faisant remarquer qu'elle s'était rendue sur le terrain à Kiev dès le début aussi de la guerre en Ukraine. Donc peut-être qu'on est en train de voir effectivement une nouvelle diplomatie parlementaire. Le truc que je trouve par contre étrange, c'est qu'elle n'a pas attendu qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur le sujet pour s'y rendre. Et j'aurais probablement préféré ça parce qu'il y a eu un débat, vous avez pu le suivre en direct sur Twitch avec moi, c'était lundi dernier. On a un extrait parce qu'au cours de ce débat, il y a un monsieur qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Jean-Louis Bourlange, c'est un centriste du MoDem, qui préside cette commission et qui a pris la parole à la fin du débat pour proposer une forme de synthèse de ce qu'il a entendu tout au long de l'après-midi. Je vous propose qu'on regarde cet extrait, on en parle après. L'essentiel de cette assemblée est d'accord sur des choses assez claires. Qui d'entre nous estime que ce qui s'est passé le 7 octobre ne relève pas de la barbarie la plus absolue? Qui peut effectivement regarder, écouter ce qui vient d'être dit par l'orateur précédent sans être profondément ému, bouleversé par les souffrances décrites? L'immense majorité d'entre nous se retrouve. Pour autant, est-ce que cette immense majorité ne se retrouve pas aussi sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir de paix durable au Moyen-Orient, en terre de Palestine, s'il n'y a pas un moment une prise en compte en termes adéquats, en termes appropriés, des aspirations légitimes du peuple palestinien? Voilà, donc c'était ce petit extrait qu'on a choisi de Jean-Louis Bourlange qui, je trouve, synthétise effectivement une grande partie de ce qui met d'accord quand même l'écrasante majorité des députés dans le débat qu'on a entendu. Alors du coup, c'est comme d'hab, ça produit, je l'ai vu dans le chat, un effet un peu comme Charles de Courson, c'est-à-dire dès qu'il y a un mec qui a à peu près les pieds sur terre, un peu de culture politique, qui a un peu de recul et tout, on dit « Waouh, mais il est génial, lui !» Non, c'est juste que les autres sont des fous furieux. Lui, il est normal. Et quand je dis les autres sont des fous furieux, je pense notamment à la position de Yael Braun-Pivet et de quelques autres, elle est contestée au sein même, il y avait un article sur Mediapart qui parle des faucons de l'Assemblée nationale, qui a devancé y compris donc les faucons dans le sens comme Bush. Oui, c'est ça, comme les conservateurs américains. Le camp de la guerre, le camp du choc des civilisations, c'est ça les faucons, c'est ceux qui ont voulu, ceux contre qui évidemment Dominique de Villepin a dit nous on fait pas la guerre normalement. Vous voyez ? Bon, bah là, on est dans une situation où l'Assemblée nationale est remplie de faucons, où, en plus, le Quai d'Orsay n'est pas nécessairement aligné sur cette position, et d'autres députés macronistes se plaignent même que le débat n'ait pas pu avoir lieu. Or, la voix de Yael Braun-Pivet engage plus qu'elle-même, évidemment. Il y a aussi un truc paradoxal qui a été, étonnant pour beaucoup d'observateurs, qui a été souligné par pas mal de monde. Raphaël. Non, mais justement, j'allais lancer là-dessus. Mais donc, Raphaël nous a rejoint. Raphaël M. Salem, merci à toi d'être avec nous ce soir. T'inquiète, tu as eu un problème dans les transports, il n'y a aucun problème, on comprend. Raphaël, je te présente rapidement, tu es responsable d'études au sein d'un think tank qui s'appelle Génération Libre, dont on n'a pas beaucoup parlé la dernière fois que tu es venu parce qu'on t'était notre invité, cette fois-ci tu es chroniqueur. C'est quoi Génération Libre? C'est quoi ton parcours? Explique-nous. Alors, Génération Libre, c'est un think tank. Un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire qu'on produit des rapports qui visent à faire des propositions concrètes de politique publique sur les libertés publiques, sur l'état de droit, sur la santé, sur l'économie. Et le but après, c'est d'aller auprès des médias et auprès des décideurs politiques pour tout simplement essayer de défendre des idées et nos convictions. Et donc, dans ce cadre-là, je m'occupe de trouver des auteurs, des sujets, de suivre la publication de rapports, etc., etc. Et alors, dans ce think tank Génération Libre a une particularité, c'est que c'est un think tank libéral. Oui. Tu es toi-même un libéral. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que toi tu mets... pas forcément un gros mot, mais je suis curieux. Qu'est-ce que tu mets toi derrière la notion de libéralisme? Je mets la notion de dignité. C'est-à-dire que le fondement du libéralisme, tel qu'il était conceptualisé par John Locke, Benjamin Constant, John Rawls, c'est l'idée que du fait d'être un être humain, on a une dignité, des droits politiques afférents. L'ensemble des droits politiques qui sont reconnus
par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vise précisément à reconnaître cette phrase de Paul Ricoeur, que Emmanuel Macron a d'ailleurs oublié dans sa réforme du RSA, que quelque chose est dû à l'être humain, du seul fait d'être humain. Et je pense que c'est ça être libéral, c'est la défense du propre, la défense du sujet, et ça passe par tout un tas de dénominations, les libertés publiques, assurer un revenu d'existence pour tous, allier les libertés personnelles et les libertés, je dirais, sociales. Ok, merci à toi pour cette description un peu rapide. Et juste avant de te présenter, on était en train de parler du débat à l'Assemblée nationale lundi. On a eu aussi la prise de parole de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement... Non, c'est plus la présidente du Rassemblement national, pardon, c'est la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui a porté un soutien à Israël. Ça a pu surprendre pas mal de monde. Moi, il y a un truc qui ne m'a pas surpris, c'est son nationalisme. Parce que pour le coup, elle a critiqué la position de Macron, trop européen, trop proche des États-Unis. Il faut une voix de la France autonome, indépendante, beaucoup plus gaulo-mitterrandiste que ce que fait Emmanuel Macron. C'est surprenant et à la fois peu surprenant d'entendre Marine Le Pen dire ça, Usul. Je sais pas. Après, est-ce qu'il faut s'étonner du franc soutien de Marine Le Pen à un État ethno-nationaliste ? Je pense que ça matche aussi avec certaines représentations qu'elle peut avoir. Donc je sais pas. Après, c'est le côté les nationalistes s'entendent bien où qu'ils soient. Oui, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Donc dans une certaine mesure, les libertés que s'offre là le gouvernement israélien dans sa riposte, elle aimerait bien pouvoir avoir la même si jamais il y a une crise, etc. Enfin, c'est une culture politique commune qui est celle de l'État autoritaire. D'extrême droite. Sans multilatéralisme et avec du multilatéralisme. Après voilà, sa position, oui, gaulienne, ça coûte pas grand-chose, mais sur ces questions-là, De Gaulle n'était pas là-dessus. Hein, non, pas tout à fait. Sur ses positions. Raphaël. Je pense que ça rejoint ce que j'exprimais la dernière fois, à savoir que le Rassemblement national est dans une stratégie qui est celle d'une forme de philosémitisme, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une guerre des civilisations, pour le dire clairement. Les musulmans, en tout cas les plus radicaux, sont les figures d'un renversement civilisationnel. Et donc, dans ce cadre-là, Israël, pour elle, incarne une forme de rempart au djihadisme, etc. Donc, on défend toute personne attaquée par des musulmans, par principe. Oui, c'est un peu ce qu'il y a dans sa tête. Ça, mais c'est là où il y a une hypocrisie, c'est que, et c'était rappelé hier, il y a le président de l'UEJF qui était... l'Union des étudiants juifs de France. Convoqué dans le groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs groupes d'études à l'Assemblée, dont un sur l'antisémitisme. Et il a eu un représentant du Rassemblement national à qui il a renvoyé, évidemment, à son passé, à ses rapports établis avec... Axel Lousteau et Chatillon. Axel Lousteau oui. et Chatillon. Donc, pour dire que des antisémites là-dedans, il y a une très grande hypocrisie de la part de Marine Le Pen, et je pense qu'il faut le constater. Lorraine, toi, tu as été surprise aussi par une déclaration de Gérald Darmanin sur, je cite, le djihadisme d'ambiance. Tu peux nous en parler ? C'est quoi cette histoire ? Totalement. En fait, Gérald Darmanin, donc en tant que ministre de l'Intérieur, il a rencontré les autres ministres de l'Intérieur européens suite aux attentats qu'il y a eu en France, avec le professeur qui a été malheureusement assassiné. Et en fait, il a utilisé du coup le terme djihadisme d'ambiance, en fait, pour faire un lien avec ce qui se passe du coup à Gaza, ce qui se passe par rapport à la guerre et ce qui se passe du coup en France. Alors même que à l'heure actuelle, malgré le fait que les assaillants ont été interrogés, etc., il n'y a pas eu de lien clairement établi entre ces deux situations. Donc, en fait, voilà, il se sert il y a de la récupération politique, en fait. Il se sert de cette situation pour, en fait, de nouveau, taper sur les musulmans. C'est Darmanin. Est-ce qu'on est choqué ? Non. Je rejoins assez ce que vient de dire Lorraine. Et j'ai, pour ma part, été assez... comment dire ? Il y a eu cette séquence, vous savez, où il y a eu le takbir qui a été dit dans un rassemblement pro-palestinien il y a une semaine à peu près. Et tout le monde a commencé à hurler oui, attention, l'islamisme, machin. Je comprends que le contexte appelle à ce que certains signaux puissent faire peur et puissent déranger. En revanche, il ne faut pas mésestimer non plus le fait que le takbir est récité 5 fois par jour dans des mosquées, que c'est un chant, un énoncé élémentaire de l'islam, et qu'en ce sens-là, on ne peut pas l'associer directement à une expression de terrorisme. Bah non, c'est sûr. Parce que si on le fait, on est en train d'expliquer qu'au fond, les musulmans... Tout musulman est un terroriste, quoi. Et en germe, en tout cas. Ouais, en germe, et puis, en fait, en gros, rester musulman dans le cadre privé.
Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant. Moi, je crois beaucoup dans cette synthèse parce que je la défends dans ma vie personnelle. Je pense qu'il y a une synthèse heureuse qui est possible entre la religion et vie active religieuse et investissement dans la cité. Usul, quand on préparait l'émission, tu me parlais de ce que toi tu observes qu'a comme effet sur les jeunes cette guerre, ce conflit là, ce qui s'est passé le 9 octobre est pour toi le signal du début de quelque chose. Tu peux nous en parler ? C'est en train de, j'ai l'impression, moi, de ce que je vois sur les réseaux, et puis même dans les manifestations à proprement parler, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller à propos de jeunes qui ne se mobilisent que très rarement pour des causes internationales. D'habitude, c'est vrai. L'Ukraine, bon, ça n'a pas mobilisé plus que ça. Voilà. Et là, il y a quelque chose parce que ce conflit il fait quand même écho à beaucoup de choses, évidemment, de la société française. On l'a beaucoup rappelé, mais en France, il y a la plus grande communauté musulmane d'Europe, puis la seconde, je crois, communauté juive du monde. Donc c'est évidemment, ça match avec plein de trucs. Mais surtout, il y a quelque chose qui, moi, m'a rappelé un peu l'engagement de la jeunesse pour le Vietnam à ce moment-là. C'est-à-dire un conflit complètement asymétrique entre un colonisateur ou ex-colonisateur, un conflit impérialiste où il y a le camp de l'Occident, etc. Et un conflit asymétrique, quoi. Donc il y a une injustice qui est perçue et qui fait que ça dépasse complètement presque la situation de là-bas. Il y a des valeurs qui sont engagées un petit peu de tous les côtés et j'ai l'impression que ça parle à une jeunesse qui évidemment fait des liens. Tu peux pas l'empêcher de faire des liens. Ça s'appelle penser politiquement la situation. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le Vietnam parce que le Vietnam a effectivement été un canalisateur et un engageur de toute une génération d'Américains, de jeunes Américains qui se sont politisés en fait simplement pour utiliser ce mot pour une fois. C'était une jeunesse qui était internationaliste et cet internationalisme aujourd'hui, il est peut-être un petit peu perdu. Il s'est peut-être un petit peu perdu et on est en train de le retrouver là sur ce conflit-là qui là en effet mobilise plus que je sais pas le Haut-Karabakh ou c'est vrai, ou l'Ukraine, ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lorraine ? Moi, je suis assez d'accord que ça fait appel à tout ce qui est, à ce qui concernait la guerre du Vietnam, parce que effectivement, il y a eu des manifestations, même si elles ont été interdites, puis, la situation était un peu floue, et au final, ça a été contesté par le Conseil d'État. Mais en fait, effectivement, il y a pas mal eu de jeunes qui partagent des posts sur Instagram. Et moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il y a pas mal d'influenceurs qui ont été poussés à prendre la parole. En fait, carrément des influenceurs et influenceuses qui ont été harcelés parce que il ou elle n'avait pas pris la parole. Je trouve que ça fait un... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a une injonction à prendre la parole. Justement que, effectivement, ça touche la jeunesse et que, et que dans ce cas-là, oui, ça politise certaines personnes. Après, moi, je suis quand même prudente sur le fait de est-ce que ça va vraiment politiser la jeunesse, parce que je trouve que par exemple sur Black Lives Matter par exemple, j'ai vu énormément de jeunes dans la rue, etc. Après, est-ce que ça s'est traduit politiquement aux prochaines élections ou dans des engagements associatifs, etc. C'est pas ça, politiser. Politiser, c'est penser la situation de manière politique. C'est pas nécessairement est-ce que ça se transforme en acte de vote derrière. Ça, c'est politique, c'est la cité des chances. C'est ton côté. Il faut que ça vote au bout d'un moment. En fait, c'est mon côté où, au bout d'un moment, quand on s'engage pas en fait derrière, même dans les associations, etc. On s'est engagé, ok, on a manifesté, mais aller en manif, c'est particulièrement engageant, surtout vu le climat en ce moment. De toute façon, on a un problème au niveau de la jeunesse qui a beaucoup de mal à s'engager de façon générale, et puis de toute façon que ce soit dans les représentations médiatiques, dans les politiques publiques qui sont menées, sont quand même assez favorables à une certaine catégorie au niveau d'âge de la population et qui n'incitent pas les jeunes à s'engager. Oh oui. C'est bien dommage. Le point où je serais peut-être moins optimiste que mes camarades de table, c'est que certes, je vois aussi un engagement de la jeunesse bien dans le micro, sur ce conflit-là. Je vois surtout un engagement clanique. Des deux côtés, attention. C'est-à-dire que les pro-palestiniens défendent la Palestine, les pro-israéliens défendent les Israéliens. Or, je pense que c'est un problème fondamental parce qu'il y a, de fait, un souci de reconnaissance. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Axel Honneth qui a écrit un livre qui s'appelle « La lutte pour la reconnaissance ». Et il écrit dans ce livre qu'un élément assez fondamental pour qu'il y ait une reconnaissance, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire que du côté, de ce que je vois en tout cas, du côté des pro-israéliens, il y a ce sentiment que les pro-palestiniens ne reconnaissent pas le drame qui s'est passé, et de drame en termes d'histoire juive, j'insiste sur ce point, et de l'autre côté,
une sorte du côté des pro-palestiniens, une sorte de sentiment qu'en fait on néglige les victimes des bombardements en Israël, un sentiment qu'on ne veut pas reconnaître que, oui, de fait, Israël, il y a des problèmes en matière de respect du droit international à bien des égards. Et je veux dire que chacun reste dans son camp et accuse l'autre de ne pas avoir de cœur. Et en plus, alors pour le vivre, moi en plus, sur le plan personnel, le souci que ça pose, c'est qu'on est quelque part un peu cloisonné en fait par la rhétorique de l'autre. Si vous voulez, moi je suis très investi sur les questions de comment est-ce qu'on couvre ce conflit-là, parce que comme je le disais, il y a un vrai impact en diaspora, c'est-à-dire en Europe et ailleurs, en matière d'augmentation de l'antisémitisme. Ouais, ça a été montré mesuré par beaucoup de chiffres. Et donc, de fait, je vais prendre à titre personnel des positions qui vont sembler en apparence très pro-israéliennes, parce que je sais que s'il y a des mensonges ou des diabolisations excessives qui sont faites, ça peut déboucher in fine sur une augmentation de l'antisémitisme. Mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas débattre comme ça. On devrait pouvoir reconnaître la part qu'il y a dans l'autre. Et il est évident que le Hamas ne représente pas l'intégralité des Palestiniens. Il est évident qu'ils ont droit à un État. Il est évident qu'Israël, en matière de respect du droit international, il y a des difficultés qui sont pesantes, que ces dernières années, les solutions pour la reconnaissance du droit des Palestiniens à avoir un État n'a pas été assez poussées. Et j'espère que on va justement pouvoir sortir de ce clanisme-là. Il y en a un qui essaye d'éviter au maximum qu'on ait un nouveau Vietnam au sens de manifestation publique de gauchistes. C'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a voulu, il a vraiment pas peace and love. Il a voulu interdire carrément les manifestations pro-palestiniennes, toute manifestation pro-palestinienne par défaut. Ça a été immédiatement cassé en justice. Heureusement. Et heureusement, c'est quand même assez particulier, ça. Ou alors pas particulièrement particulier. D'autant plus qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit personne veut la paix dans ce conflit. C'est pas vrai du tout. Les mots d'ordre, justement, des rassemblements dits pro-palestiniens, voire par Darmanin, pro-Hamas carrément, sont des mots d'ordre de paix et de cessez-le-feu. Donc derrière, évidemment, ils sont repeints en... J'ai vu que Nunez avait interdit le rassemblement de samedi, là, c'est ça ? Absolument, c'est à ça. Paris. Ça va probablement être cassé demain. Peut-être, oui, c'est vrai. Ouais. J'en sais rien, je sais pas. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est vrai que Darmanin avait, dans un élan là, interdit toute forme de rassemblement pour la Palestine de manière globale. Et ça a été cassé du coup par le Conseil d'État. La justice administrative, et donc du coup le Conseil d'État a rappelé qu'il fallait, si vraiment faut interdire des trucs au cas par cas, c'est au cas par cas, c'est en motivant vraiment sérieusement, manif par manif, celle-là elle peut poser problème, etc. Et là on se retrouve avec Laurent Nunez qui avait autorisé la manifestation d'extrême droite dont on avait parlé ici avec le photographe qui était venu donc avec des saluts nazis et tout dans la rue. Il avait autorisé cette manif-là et il interdit celle de samedi a priori. Bon, on est dans un climat vraiment étonnant là. Étonnant, ouais. Alors en parlant de climat, il y a aussi un climat tendu à l'Assemblée nationale. Alors tendu à l'Assemblée nationale, je ne saurais pas le dire, mais il y a aussi la question du conflit au Proche-Orient qui divise la NUPES. Et quand je dis qui divise, ça a carrément été l'argument utilisé par le PCF pour acter sa sortie de la NUPES, et ça a été l'argument pour le PS pour dire c'est un truc très socialiste, comment ils ont dit ça déjà, un moratoire. Un moratoire. Ils font un moratoire sur la participation à la NUPES. On suspend la suspension. Suspend la suspension, ouais. Est-ce que c'est le dernier clou sur le fauteuil sur le cercueil de la NUPES, Raphaël ? Je ne sais pas si c'est le dernier clou, parce que au fond, la vie politique est toujours pleine de rebondissements. Ce que je note, en revanche, c'est qu'il y a une vraie scission. Je ne crois pas, au fond, sur la question géopolitique. Pour la simple et bonne raison que si vous écoutez, par exemple, quand Elisabeth Borne a répondu aux questions au gouvernement, il y a 2 semaines, je crois, et que l'ensemble des présidents de groupe ont pris la parole pour interroger la position française, alerter sur les idées de chacun en matière de qu'est-ce qui est juste ou injuste, les groupes de gauche, globalement, ont eu la même parole, qui est de dire, en 2 mots, Israël a le droit de se défendre, pas à n'importe quel prix, la vie des Palestiniens compte, il faut un État palestinien, etc. Je ne suis pas sûr que la scission soit sur des questions géopolitiques, c'est sur plutôt la vision qui sous-tend ces prises de position. Et cette vision, c'est là où il y a une grande différence, c'est que la France insoumise, au fond, a adhéré à un discours qui consiste à dire il n'y a que contextualisation dans ce conflit. On n'a pas acté que c'était d'abord une action. Alors,
Pour développer un Qu'est-ce que peu. tu veux dire? Il y a un auteur qui s'appelle Moshe Poshton qui a écrit un article sur la réaction des différentes gauches, c'est un auteur de gauche, hein, sur la réaction des différentes gauches lors des attentats du 11 septembre. Ouais. Ce qu'il a dénoncé dans cet article, c'est qu'il a dit l'attentat du 11 septembre, selon certains, serait une réaction à l'impérialisme américain, ce qui est pour partie vrai. En revanche, il dit une réaction, c'est aussi une action qui est fondée elle-même sur une vision du monde qu'il nous appartient de juger si elle est juste ou pas. Et là, du coup, c'est quoi cette vision? Eh ben, justement, la France insoumise n'a pas acté que le massacre qui a été fait le 7 octobre est fondé sur une vision qui, des aveux publics des dirigeants du Hamas, vise à l'éradication des Juifs. Et donc, quand Mélenchon, sa première action, c'est de dire la violence entraîne la violence, c'est certes vrai, mais il y a une étape avant, qui est qu'il y a une violence manifeste, qui est profondément antisémite et qui n'a pas été reconnue comme telle. Et d'ailleurs, tous les débats terroristes, c'est ça qui est reproché, du coup, je LFI. pense que c'est ça qui est profond. Et c'est le terme terroriste, d'ailleurs, qui est en train de crisper tout le Qui est monde. en train de crisper absolument Quelle tout le est monde. la nature de l'entité Hamas, la nature politique? Et là-dessus, la France insoumise ne répond pas. Lorraine, est-ce que tu penses que c'est un casus belli pour la France insoumise, cette histoire? En fait, moi déjà, j'en ai marre d'entendre parler de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolée, mais en fait, Bah, il au pèse bout d'un le bonhomme moment- quand même. Hein. Il a encore été testé dans non, mais c'est dans sûr un qu'il sondage. pèse, Là, mais en fait, moi, je trouve ça dommage parce qu'au final, dans le cadre du débat parlementaire, je trouve que Mathilde Panot a été hyper clair. En fait, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair en l'occurrence. Et donc là, on va dire oui, mais Jean-Luc Mélenchon a dit ça, il a tweeté ça. Ok, mais les parlementaires, au final, ils ont dit quoi? Ouais, mais ça compte. En Tu fait. peux pas détacher Jean-Luc de la France insoumise et la Surtout France insoumise de Jean-Luc. Surtout Moi, que j'aimerais bien- C'est vrai, j'adorerais te mais- suivre. J'adorerais te suivre. Surtout que Panot a rejoint Mélenchon, Corbière et d'autres ont acté qu'ils avaient une vraie différence, notamment sur Corbière a la une question vraie du différence. terrorisme. Donc je ne suis pas sûr Elle a que ça se résume Mélenchon que à par Mélenchon. rapport à quoi? Sur la question de qu'est-ce que le Hamas, est-ce que c'est terroriste ou pas? Et Corbière, Ruffin, etc., eux, ils sont allés plus franco. Et c'est une manière pour eux, d'ailleurs, de se distancier de Jean-Luc Mélenchon. Alors, non, mais c'est quoi, Usul, Moi, selon toi, je- c'est la petite stratégie? Moi, je c'est- trouve ça méprisable. De quoi? Vraiment méprisable, ce que certains sont en train d'essayer de jouer comme coup à gauche, qui de toute façon était acté depuis longtemps. C'est-à-dire, bon, la NUPES a commencé à les faire chier. C'est vrai que Mélenchon, il est chiant, hein, dans son coin, machin. Tu parles de qui Mais quand je tu dis parle certains? de- C'est les partis ou tu parles de Je Corbière, parle de Ruffin, l'aile droite du PS qui veut de toute façon sortir du truc depuis longtemps. Je parle d'autres qui veulent jouer leur propre partition, etc. Et utiliser ce contexte-là, ce truc-là, qui est quand même particulièrement grave, qui est quand même particulièrement sérieux, pour jouer leur petit truc. Moi, je trouve pas ça à la hauteur de la situation. C'est Voilà. sérieux en même temps de savoir qu'est-ce que l'entité Hamas. Mais C'est un non, sujet mais oui, sérieux. mais si c'était pas ça, c'était autre chose. Mais il y avait avant, Non, c'était je par exemple comprends. la manifestation. Je comprends qu'il y a des Ce qui leur questions avait été. d'instrumentalisation, Non, mais ça, on est d'accord. si on parle de la gauche, parlons de la gauche. Les tensions, les premières tensions, elles apparaissent bien avant, et Bien sûr. elles sont particulièrement fortes aussi au moment de quand il y a la mort de Naël et que Jean-Luc Mélenchon dit pas j'appelle au calme, il dit moi je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Et là on voit tout un axe d'une gauche qui n'a pas réglé tout un certain nombre de questions, Oui. son rapport à la police, son rapport à l'impérialisme, son rapport à son passé colonial aussi, à cette gauche-là. Et c'est tout ce rejout-là. Tu veux dire que aussi, chacun devrait se évidemment. regarder le nombril et faire son propre examen de conscience avant de donner des leçons aux autres? Ben, vous savez, après, on va pas revenir sur Manuel Valls et les deux gauches irréconciliables, mais on pensait que Non, mais on pensait que cette gauche-là, justement, cette gauche réactionnaire, cette gauche coloniale, cette gauche Manuel Valls, cette gauche autoritaire aussi, avec un rapport aux flics, Ouais. on pensait qu'elle avait perdu parce que Mélenchon avait incarné autre chose, en essayant de parler autrement pendant la campagne présidentielle avec le score qu'on lui connaît. On pensait que cette bataille était gagnée. Ben, il y en a qui veulent refaire le match, ouais, qui veulent le et refaire. Ouais. tout est bon pour refaire le match, y compris sur le dos de sujets, oui, qui mériteraient d'être traités un petit peu mieux que ça, que par opportunisme. Mais est-ce que dans cette gauche-là que tu dénonces, tu mets aussi Alexis Corbière, François Ruffin? J'ai l'impression que Non. c'est ce que tu dis. Non, mais eux, ils ont. Après, je les ai pas vus surfer avec la même vulgarité sur ces questions-là. Je les ai. Différence de style ils peut-être. jouent mais enfin, aussi une leur interview dans Le partition. Monde. Des grosses interviews. ouais, de la Grosse part interview de François Ruffin qui met les points sur les i vis-à-vis Ouais. de Jean-Luc Mélenchon. Alors je ne sais pas s'ils sont au point du divorce tous les deux. Enfin, visiblement, d'après les journalistes qui se sont penchés sur l'ambiance en ce moment au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ça a l'air d'être un enfer. Avec Garrido en plus. Là, Raquel Garrido, c'est un Garrido, exemple. elle va se faire convoquer pour se faire engueuler. Bah ouais, non mais Raquel, ouais. Ouais. Donc bon, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé au Proche-Orient est une espèce d'opportunité bienvenue pour des partis qui en fait voulaient la fin de la NUPES depuis un bout de temps, et c'est le cas du PCF et c'est le cas du PS à sa manière. Alors le PS, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'Olivier Faure, il est un peu dans la merde. Mm. Il a un congrès en décembre prochain.
Pas sûr qu'il s'en sorte grandi après cette parce qu'il est accusé par les anti-NUPES d'être à la remorque de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, pour le coup, en ce moment, ça se passe mal pour lui. Les écolos là-dedans, j'ai toujours du mal à les voir. Mais pour le coup, on recevra Sandrine Rousseau. Je vous rappelle quand même dans la deuxième partie de cette émission, c'est pratique. Du coup, on va avoir une info réponse. On va en reparler. Elle va pouvoir nous dire. Lorraine. Mais moi, je voulais juste, en fait, un peu déplorer le fait que finalement, sur la NUPES, c'est devenu un peu une affaire de personne, en fait, quelque part, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils personnalisent plus le débat et justement que c'est Jean-Luc Mélenchon qui cristallise toutes les tensions, etc. Et que c'est en mode qui est pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'au final, et moi, par exemple, ce qui m'avait étonné dans la position du PCF par rapport à ce conflit-là, c'est que, historiquement, on le voit notamment dans les mairies. Moi, je vis dans une ville où il y a clairement des affiches par rapport à anti-colonisation par rapport à la Palestine, etc. Et là, ils se disent non, on fait scission avec LFI. Et moi, ça, franchement, historiquement, je ne me l'explique pas. Ouais. Et c'est pour ça, et c'est ça qui me donne l'impression qu'il y a un truc un peu personnel, ou en tout cas des trucs vraiment des tensions interparties, plutôt que vraiment par rapport au conflit. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont même pas en accord avec la position de leur propre parti. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien résumer ça à des problèmes d'ego, à des problèmes de posture et d'appareil. J'ai l'impression que c'est quand même un chouïa plus profond que ça. Et que pour le coup, voilà, la NUPES, on le sait depuis le début, on l'analyse depuis le début. Il y a des sujets, un peu des éléphants dans la pièce, il y en a plusieurs. Il y a plein d'éléphants. Depuis le début. Sur des sujets sur l'Europe, sur la laïcité, voilà. Donc. Oui, et Jean-Luc Mélenchon ne tient pas à faire plus que ça l'union de la gauche. Lui, il veut faire l'union populaire. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a un certain nombre de formations de gauche dans lesquelles les positions des militants, des électeurs, ne sont pas exactement les mêmes que les positions des cadres. Totalement. Qui sont nécessairement, en effet, dans leur jeu d'appareil, certes, mais aussi qui pensent politiquement un petit peu différemment, qui sont un peu plus réactionnaires aussi, et que parfois pas à l'écoute. Il n'y a pas une affaire de classe aussi ? Oui, une affaire de classe, et parce qu'ils ne sont pas à l'écoute aussi de l'électorat, de comment bouge l'opinion, et puis après ils se retrouvent, ah merde, Mélenchon il a fait 22%, on ne parle plus à personne. Bah oui, vous ne parlez plus à personne. Et voilà, donc il y a un décalage là-dessus aussi. On continue à discuter de l'actualité de la semaine. Il y a un autre sujet qu'on voulait aborder ensemble ce soir, c'est le nouveau paquet législatif qui va commencer à être discuté au Sénat autour de l'asile et de l'immigration. Est-ce qu'on est en train de voir naître une fronde au sein de la majorité La République en marche, Renaissance, pardon, putain, à chaque fois. Donc voilà, le texte arrive au Sénat et il se trouve qu'il y a un point important dans ce texte, c'est l'article 3. L'article 3 du projet propose de créer un titre de séjour spécial pour les travailleurs dans les métiers en tension. Ça avait fait l'objet d'une tribune, rappelez-vous, on en avait parlé sur ce plateau, qui avait été co-signée par plusieurs parlementaires, y compris des parlementaires de la majorité, et notamment Sacha Houlié, qui est quand même le président de la commission des lois à l'Assemblée, c'est pas n'importe qui. Autour de cet article 3, il y a un peu un imbroglio, et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, parce que en fonction de qui on écoute et à qui ces personnes parlent, ils disent pas la même chose. On a par exemple un Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, que l'on pourrait croire le plus ferme sur ce sujet, qui s'exprimant auprès de députés de la majorité, leur a dit non mais moi je veux rester sur l'article 3, je veux qu'on le maintienne, après tout on n'a pas besoin des Républicains. Elisabeth Borne, la première ministre, de son côté, s'adressant aux Républicains, leur disant vous inquiétez pas, l'article 3 on va le dégager. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que les Républicains ont placé comme condition sine qua non pour voter cette loi que l'article 3 dégage et qu'il n'y ait pas de régularisation des travailleurs sans papier. On est donc dans une situation un peu bizarre où on est en train de voir la majorité, avant même que le débat ait lieu, se déchirer sur un texte pourtant central, celui de l'immigration. Raphaël. Je pense qu'il y a 2 points qui sont à noter. D'abord, c'est une forme d'hypocrisie de la part des Républicains qui avait été soulignée à l'époque sur France Inter par Sacha Houlié, qui se refuse de principe de vouloir régulariser les travailleurs sans papier sur les métiers en tension, alors qu'il explique, et on sait que c'est vrai, que beaucoup d'élus républicains au niveau local vont plaider auprès des préfectures pour avoir des régularisations parce qu'ils savent qu'on a besoin de ça. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'on est dans une caricature et une extrémisation totale du débat sur l'immigration. Qu'il y ait des inquiétudes en matière identitaire, d'identité collective, je pense qu'il y a des réflexions légitimes qu'on peut poser sur la table. En revanche, toutes ces réflexions ne doivent pas enlever que toutes les personnes qui arrivent sur le territoire sont dignes. Je reviens sur mon point sur la tout à l'heure. La dignité est inconditionnelle, sinon elle n'est pas. Or, le fait est que des gens qui trouvent un contrat de travail dans lequel ils vont pouvoir trouver des ressources, dans lequel ils ne vont pas être en proie au marché noir, dans des rapports de domination
complet, sans reconnaissance légale de leur statut, je trouve que les Républicains sont dans une position qui est extrêmement caricaturale, qui est contraire aux intérêts de tout le monde. Et pourtant, c'est la position des Républicains. Ils tiennent fermement là-dessus. Ils en font même un objet de milite. Enfin, ils se remuent beaucoup de principe. Puis même, ils se remuent beaucoup le cul là-dessus, beaucoup plus que sur d'autres discussions. Parce qu'ils courent derrière un électorat qui est celui de Marine Le Pen et il faut donner des signaux. Et les signaux, ça passe par des messages qui sont simples. Donc, on va dire, les travailleurs sans papier, un message simple, vous n'avez pas le droit de travailler, on est ferme, etc. Alors que c'est pas de la fermeté. Ces gens, de toute façon, seront là, vont travailler dans le marché noir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les délaisse à des rapports de domination et qu'on ne pose pas la question de la dignité, qui est essentielle. C'est-à-dire que quand la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert, on voit bien toutes les difficultés qu'ont beaucoup à s'intégrer précisément parce qu'on leur pose des barrières de tous les côtés, je trouve que c'est pas très sérieux d'agir de cette façon-là. Lorraine, il y a eu une grève de travailleurs des Jeux Olympiques qui, elle aussi, est venue remettre un petit peu au goût du jour l'impératif que ça représente pour les personnes et pour leur dignité, comme l'explique Raphaël. Oui, totalement. Et franchement, c'était une grève éclair parce que je pense que ça touche les JO et là, la majorité Renaissance, etc., sont à fond sur les JO, il faut que ça se passe bien, etc. Donc je pense que voilà, il y a eu une grosse pression et ils ont obtenu gain de cause en, il me semble, même pas 12 heures. Donc ce qui était assez fou. Et dans leurs revendications, il y avait notamment le fait de signer leur CERFA pour pouvoir le transmettre à la préfecture et ensuite entamer une procédure de régularisation. Donc je trouve que c'est pas mal que ce qu'il y a eu, que ça ait eu lieu dans ce contexte-là et dans le contexte où on débat de ça, parce qu'en fait, ça montre que s'ils ont ils ont obtenu gain de cause, c'est parce qu'effectivement, il y a un besoin et en fait, ces personnes-là travaillent déjà. Donc Donc voilà, et en fait, moi, ce qui m'étonne des Républicains et d'une partie de Renaissance, parce que du coup, pas tout le monde, c'est que on dit valeur travail, plein emploi. On nous dit ça matin, midi, soir. Et là, en fait, il y a des personnes qui veulent travailler, qui travaillent déjà, et on leur donne pas le droit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, avec mon côté très fanat d'histoire, etc., ça fait appel pour moi à une histoire qui est très sombre, en fait. Parce que, encore une fois, ça concerne des travailleurs qui sont immigrés, qui sont racisés. Qu'est-ce que ça dit de la France ? Je pense que c'est pas très positif, tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ça veut dire qu'il y a des espaces entiers du territoire où des agriculteurs ou des chefs d'entreprise vont continuer à exploiter une main-d'œuvre qui n'a pas de droit, qui ne peut pas collectivement se mobiliser. Ils racontent eux-mêmes, ces travailleurs-là, à quel point on a fait de tout le processus pour obtenir des papiers un calvaire, un enfer permanent. Il y a un harcèlement policier, il y a mais bon, l'administratif aussi. Et les patrons, je suis pas sûr qu'ils préfèrent ces situations-là qui sont délicates. Donc là, il y a un calcul il y a un calcul raciste, évidemment, de LR qui veut continuer sur son électorat. En effet, ça a été dit. Elisabeth Borne a envie, je pense, de ne pas balancer le 49.3 sur la loi asile-immigration. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Pour retourner dans le politicien, elle se garderait bien ça pour s'enorgueillir d'avoir trouvé avec LR un compromis, quitte à faire sauter le truc. Bon, voilà. Tout à l'heure, quand on parlait du conflit au Proche-Orient, on s'est dit qu'il y avait des enjeux d'ego au sein de la NUPES. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas pour les autres. Donc moi aussi, je vais me lancer dans une analyse à base d'ego dans cette petite histoire. Parce que je pense que Gérald Darmanin n'est pas Premier ministre, mais que Gérald Darmanin veut devenir président de la République. Que du coup, il a parfaitement compris que qui va payer le prix d'un 49.3 ? C'est pas lui. C'est Elisabeth Borne. C'est vrai. Donc lui, il se permet d'aller dire à ses copains de Renaissance, ne vous inquiétez pas, moi, votre article 3, je suis pour, moi j'adore la dignité des travailleurs sans papier, pas de souci, on est ensemble et tout, parce qu'il sait très bien qu'en fait, c'est pas lui qui va bouffer le 49.3 s'il faut le dégainer, et que Elisabeth Borne, elle, de son côté, elle essaie juste de sauver son poste, et que du coup, elle va voir les Républicains en leur disant, s'il vous plaît, votez mon texte, ok, qu'est-ce que vous voulez, je suis prête à tout abandonner, y compris dégager l'article 3. Voilà, je vois pas pourquoi il y aurait de l'ego que à gauche, merde, il y en a aussi au sein de la majorité, et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de voir ce truc-là. Et si je continue dans ma pensée sur le côté, chacun joue sa petite partition en regardant son petit bout de carrière, je pense aussi qu'il y en a au sein de la majorité qui commencent à voir arriver la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, le fait que c'est bientôt la fin de l'histoire, et que du coup il va commencer à falloir se négocier une sortie, voire une dignité, je ne sais pas, et qui du coup se disent, tiens, je suis un peu, ça envoie ce soir. Non, mais qui du coup se disent aussi, tiens, et si c'est le moment, et si c'était le moment pour moi de sortir du bois et de me rapprocher un peu plus de la gauche en défendant les travailleurs sans papier, etc. J'accuse pas Sacha Houlié comme ça de faire ça. Non, c'est pas son
genre. Il est... Mais non, mais en plus, c'est pas sincère, plus que ça je son genre. Bah, pour le coup, j'aimerais bien lui poser la question si un jour il vient dans Backseat parce que ça m'intéresse. Raphaël, tu voulais intervenir. Il y a une hypocrisie en plus qui est que pour avoir une régularisation, alors pas au niveau du travail, mais au niveau des papiers, c'est-à-dire on a le droit de résider sur le territoire, il faut travailler. Donc en fait, on est dans cette hypocrisie où des gens, de fait, travaillent, remplissent les conditions, mais comme ils n'ont pas la reconnaissance légale qu'ils travaillent, ils ne pourront jamais être reconnus comme étant régularisés, et c'est encore un problème en matière de dignité. Lorraine. Moi, attendez, Je t'en prie. parce que j'ai la crève. Ne meurs pas. Je meurs pas. Non, mais pour moi, il y a vraiment une hypocrisie. Enfin, je pense même pas que c'est une hypocrisie parce que faut rappeler que les LR, c'est Éric Ciotti maintenant. Ils sont clairement en train de vouloir draguer le RN. Donc, peu importe que dans le lot des Républicains, il y en a qui ne soient pas forcément d'accord, qui seraient plutôt d'accord avec Renaissance, etc. Voilà, ils vont quand même faire appel, à mon avis, à une certaine discipline de parti. Et là, Elisabeth Borne, elle est un peu dans la mouise, j'avoue. Et franchement, j'aimerais pas être à sa place. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle en est, Raphaël. Et après, on enchaîne. Si je devais juste peut-être défendre à contre-cœur. Vas-y, fais-toi l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable. Juste, il y a quelque chose que je trouve en revanche de positif et je trouve dommage que ça ne soit pas généralisé à d'autres textes législatifs, c'est que la Macronie rentre enfin dans des logiques de compromis. Oui, ça fait pas mal. C'est du parlementarisme. Quand même, quand on n'a pas de majorité, d'essayer de trouver des compromis avec les autres, ça fait du bien de sortir un peu des logiques verticales présidentielles. Bon, c'est au service d'une logique que je n'approuve pas, mais c'est aussi ça la démocratie. Et donc, ce serait bien, juste que ça pouvait se répéter sur d'autres textes législatifs. Ah mais moi quand je dis qu'on se marre beaucoup plus dans ce deuxième quinquennat de Macron que dans le premier, je rigole pas, hein. C'est vraiment, il se passe des trucs et voilà, encore une fois, un texte arrive à l'Assemblée, je ne sais pas, et personne ne peut dire quelle va en être l'issue. Il y a un débat parlementaire. Il va faire le RN aussi, c'est intéressant. Oui. Il va faire comme LR, mais si LR accepte, pourquoi le RN n'accepterait pas aussi? C'est intéressant ce que tu disais sur ça nous ramène à des rapports coloniaux bizarres, de faire travailler des sans-papiers dans les champs. Grégoire de Fournas, il avait été épinglé pour ça. Grégoire de Fournas, député RN, qui avait dit qu'il rentre en Afrique, etc. Alors aujourd'hui, on a appris, grâce à la Horde, et c'est sorti dans l'IB, qu'il était membre de Génération Identitaire. Il a même été secrétaire et tout, machin. Alors normalement, il était censé avoir fait un peu le ménage au RN. Mais on sait aussi qu'il a employé des travailleurs sans papier dans sa magnifique exploitation agricole, tout en, j'imagine, votant derrière pour dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de droits. Mais donc voilà, on est dans cette espèce c'est même pas une hypocrisie, parce qu'en fait, il faut arrêter de voir les trucs comme incohérents. Au contraire, il faut voir la cohérence là-dedans. C'est-à-dire je trouve ça extrêmement cohérent de dire non, je veux pouvoir continuer à exploiter en dehors de tout cadre légal, dans mon exploitation viticole, des travailleurs sans papier, comme je veux, et je veux pas qu'ils aient de droits, je veux pas qu'ils se syndiquent, je veux pas qu'ils... C'est une situation qui est extrêmement confortable pour un exploitant quelque part. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'était pour caser sur Grégoire de Fournas. Non, mais il ne viendra pas à Backseat. Non, a priori, on va pas l'inviter. Autre sujet dont on voulait discuter, on est au début de l'automne et quand les feuilles se mettent à tomber, comme d'habitude, le Parlement se met à discuter pognon. On est dans les lois budgétaires. Les lois budgétaires, il y en a deux. Il y a le projet de loi de finances pour le budget de l'État et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la participation de l'État aux différentes caisses de sécu. 3,5 millions d'euros de dépenses sur de l'assurance maladie. 3,5 milliards, oui c'est ça, dont 600 millions d'euros liés aux dépenses hospitalières. Il y a une volonté du gouvernement de lutter contre la fraude, de maintenir le dérapage des comptes sociaux. Et pour ce qui est du budget, la continuation de la politique d'Emmanuel Macron, le plein emploi quoi qu'il en coûte, donc le maintien des impôts bas sur la production, le maintien et puis alors bon, sur la question des collectivités locales, ça continue à grincer. C'est quoi la politique économique qu'on a derrière ces projets de loi de finances? Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement et d'Emmanuel Macron de vraiment y aller au forceps, quitte à continuer à utiliser des 49.3? Est-ce qu'il y aura encore... Alors, les 49.3 ont déjà été engagés, donc même les députés à qui j'en parle, ils me disent mais de toute façon, c'est bon, il y a 49.3, ça sert même à rien de faire semblant de faire des amendements, de papoter. Un budget, quand bien même vous ne le votez pas, ça reste quasiment un trimestre entier de l'année consacré à des négos. On peut obtenir des petites victoires. Par exemple, j'ai cité le député gamer Denis Masseglia qui a réussi, malgré le 49.3, à faire passer un amendement pour baisser la TVA sur les événements e-sport. C'est un micro-sujet sur lequel moi j'ai donné un coup de projecteur parce que c'est l'e-sport et parce que je voulais montrer que malgré le 49.3... T'aimes bien les baisses d'impôts, les prélèvements, il y a trop de charges, tout ça? J'adore les baisses d'impôts, ouais. En tout cas, j'aime bien l'alignement de la fiscalité de l'e-sport sur le reste du spectacle vivant. Et je soutiens le spectacle vivant, tout autant que l'e-sport. Ça doit être ça, ouais. Ouais, on est bien. On est dedans, ouais. et donc voilà, je sais plus où j'en allais avec cette question. Tu m'as perturbé. Oui.
Bah, du coup, je te passe la parole. Bah ouais, budget ric-rac, budget vénère, budget Bruno Le Maire. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que- non, Bruno Le Maire est obsédé par, et il a raison dans une certaine mesure, la charge de la dette. Donc la charge de la dette, c'est ce qu'on paye en intérêt, c'est-à-dire c'est de l'argent perdu qui part sur les marchés financiers pour rembourser l'intérêt de la dette, même pas la dette elle-même, qu'on continue de contracter, etc. Bruno Le Maire est obsédé par ça. Là, apparemment, il est assez content parce que la dernière notation de l'agence, alors je sais plus laquelle c'est Moody's, je crois, ou Fitch, la dernière qui est tombée, ne dégrade pas la note de la France et a plutôt des perspectives stables. Donc il est content, voilà. Mais parce que ça veut dire que dès qu'on a une note dégradée, ça veut dire que ça augmente la charge de la dette, encore une fois. Donc on va payer des intérêts plus élevés si notre note est dégradée. Donc Bruno Le Maire est obsédé par ça. Alors moi je dis pourquoi pas, moi je suis assez pour qu'on désendette un peu la France. Hein ? Oui, on est tous pour, oui, jusque-là. Mais peut-être qu'il va falloir des recettes à un moment. Plutôt que de... Tu peux pas faire des cadeaux tout le temps aux entreprises, des cadeaux aux plus riches. Enfin, voilà, je veux pas refaire le truc. Vous avez tous vu les graphiques qui montrent comment plus tu es riche, moins tu payes d'impôts, etc. Bon, bah, mais ça, c'est un tabou pour Bruno Le Maire. Il dit, faut pas de nouveaux impôts. Les Français, nous sommes engagés, pas d'impôts. Voilà. Bon, et point barre. Et donc là-dessus, il est dogmatique. Ça bougera pas. C'est une constante depuis qu'il est là. Il n'y a rien à attendre de ces textes-là, si ce n'est que les saignets vont se faire... voilà, on n'augmente pas les recettes, on fait des saignets un peu ailleurs. Voilà. Toi, tu avais commencé à le dire, Raphaël, aussi, juste dans le sujet d'avant, sur la remise en cause de la verticalité au sein de la Macronie. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois se dessiner autour de la question budgétaire ? Non, pas du tout, parce que le budget est à ce point central dans la conduite des politiques publiques, quel que soit le gouvernement, que... Pour le coup, alors c'est peut-être un des seuls textes où, à titre personnel, sans être totalement pour, je suis pas très dérangé non plus par le 49.3 parce que c'est le cœur de la bataille. Bon, même si ça. Mais tu veux dire que c'est le seul texte sur lequel c'est cohérent Ça a du sens parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est pas seulement des politiques publiques, c'est aussi payer les fonctionnaires, c'est payer les administrations. Même si on sait qu'ils nous ont fait le coup, oui, s'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de budget, donc on ne peut pas payer les fonctionnaires, ça fonctionne pas du tout. C'est pas comme ça en France. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ah oui. Malgré tout, aux États-Unis, effectivement, c'est avec les shutdowns ou quand il n'y a pas d'accord entre les majorités, il y a des administrations entières qui ferment. Ça, c'est sur le point de la verticalité. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de cette majorité en termes de verticalité. Il y a un point où je trouve qu'en revanche, il y a une incohérence, mais qui est répétée depuis 6 ans, 7 ans maintenant, sur la question budgétaire. J'avoue que je rejoins assez Emmanuel Macron quand il a dit ce sujet qui a fait polémique, la question du pognon de dingue. En quoi je suis assez d'accord ? Parce que nous avons un article dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les citoyens peuvent aller voir l'administration et demander des comptes sur l'emploi des deniers publics. Nous avons un problème en France qui est quand même assez délirant, qui est que nous avons les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'OCDE, la dépense sociale la plus élevée de l'OCDE, la dépense publique la plus élevée de l'OCDE, et pourtant, nous avons une pauvreté dans ce pays qui est à un niveau assez historique, qui ne diminue pas, qui au contraire a tendance à augmenter de façon inégalitaire, c'est-à-dire qu'on augmente les retraites de 4,8%, les pensions de retraite, mais les jeunes qui sont dans les files d'attente, on ne fait rien. Donc, j'ai envie de dire... il faudrait rajouter l'état de l'hôpital, l'état de l'école, etc. Mais du coup, c'est quoi ? C'est le mauvais emploi de l'argent ou c'est la mauvaise redistribution ? La question de l'efficacité de la dépense publique n'est jamais posée. Ouais. Alors, il y a à la fois... On dirait que l'argent s'accumule quelque part. Il doit être quelque part. Hein. Il y en a qui n'en ont pas. Mais où il est tout cet argent, quoi ? Manifestement, il est pas chez les pauvres, vu que les pauvres, il l'a très bien dit, Macron. Absolument. Plus on leur donne ils restent pauvres. Non, mais alors c'est effectivement tout l'enjeu. Qui s'enrichit alors dans ce système ? Qui s'enrichit ? Raphaël, qui s'enrichit ? Alors ça, j'ai pas forcément de réponse. Il y en a une pourtant. Il Péremptoire. Non, y en a une factuelle. Si, attends, si on dit les riches, les propriétaires en ce moment avec l'immobilier, etc., il y a des gens qui s'enrichissent. Alors c'est pour ça que je vais élargir un peu le sujet. C'est pas c'est les boomers aussi. Ah, c'est une question de génération. Je pense aussi qu'il n'y a pas qu'une question de classe, c'est une question générationnelle. Où vous avez, si vous regardez par exemple les éléments du corps, la génération des baby-boomers a cotisé à une certaine hauteur et va recevoir ce qu'on appelle un taux de reconversion de 200%, c'est-à-dire que pour 1 euro cotisé, ils vont recevoir 2 euros de retraite. Notre génération à nous, c'est un taux de 95%, c'est-à-dire que pour 1 euro cotisé, on aura 95 centimes de retraite. Avec entre-temps ce sujet qui à chaque fois
à l'approche des élections, à chaque élection européenne, on a augmenté les pensions de retraite pour les personnes les plus âgées sans poser la question. Est-ce que tu poses la question de la baisse des retraites? Ah, je la pose complètement. Parce que ça, c'est un tabou énorme dans le paysage politique, on est d'accord. Une inégalité générationnelle qui est totale, une jeunesse qui est délaissée, une jeunesse à qui on préfère faire des pompes sur du bitume en dépensant 2 milliards d'euros par an dans un SNU qui est absolument archaïque. Et pendant ce temps-là, on ne pose pas la question des conditions dans lesquelles la génération des retraités a pu s'enrichir. Et ce n'est pas un reproche, c'est le contexte qui le voulait. Mais si vous voulez, soit la solidarité intergénérationnelle est dans une réciprocité, c'est-à-dire on est tous solidaires les uns et les autres, soit ça ne va que dans un sens, et ça ne s'appelle pas de la solidarité, ça s'appelle autre chose. Ouais, moi, je suis pas Lorraine, d'accord. t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord parce que, en fait, on a déjà une population qui est vieillissante. Donc, déjà, en termes de solidarité, il y a des choses à repenser. Ça, c'est la première des choses. Mais déjà, en fait, quand tu dis que les boomers s'enrichissent, bah non, ça dépend quel boomer, en fait. Bah, c'est ça si le on truc. prend les moyennes Il y a des gens qui sont milliardaires, qui, tu claques les doigts, ils ont déjà gagné plusieurs milliards, etc. Et en fait, tu as des boomers qui sont à la retraite, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, etc. C'est parce que c'est mal réparti, y compris au sein des boomers. C'est pour ça qu'il faut se fonder sur des statistiques. Donc, pour moi, ça reste en fait une question de classe dans tous les cas. Que ce soit en termes de... Il y a des inégalités au niveau de la génération, etc. Ça, je suis d'accord. Mais il n'empêche que ce qui domine sur les inégalités, d'abord, c'est la classe. Il y a des données en termes financiers, en tout cas. Sur l'INSEE, par exemple, la France est un des seuls pays de l'OCDE où les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs. C'est un des seuls pays de l'OCDE. Salaud de vieux. Non, mais en fait, quand ils n'ont pas mis en place pensions, les conditions pour que la génération d'après puisse avoir les moyens de son émancipation, il y a au moins une question de la responsabilité qui est à poser. Oui, non, est-ce qu'il faut baisser les pensions sur les retraités les plus riches? Oui, qu'ils soient le plus pauvres possible. Non, mais non. La question regardez la question des inégalités par la question du revenu, c'est le petit bout de la lorgnette. C'est le patrimoine qui est les boomers en matière de patrimoine. Extrêmement déterminant. Oui, mais un boomer sans patrimoine, ça existe aussi. Oui, mais les boomers avec des patrimoines, ils ont un nom, c'est les bourgeois. Ils ont beaucoup de patrimoine. Non, parce que j'ai déjà entendu, par exemple, défendre une remise en cause des locataires, par exemple, la location d'appartements. Moi, mon appartement, je crois que ma propriétaire est une femme assez riche, retraitée. Ouais. Donc typiquement, j'ai déjà entendu remettre en question justement la baisse pas forcément baisser la pension de retraite de ma proprio, mais au moins baisser mon loyer. Non, mais il y a tout un travail à faire sur le. non, mais il y a tout un travail à faire sur le logement, sur la propriété, sur le logement. Mais en fait, voilà, si on pense en termes de génération, reprenons le logiciel de les boomers. Qu'est-ce qu'ils ont eu les boomers? Les boomers, ils ont eu un marché du travail hyper favorable. Ouais. Ils ont eu des progressions de carrière. Ils ont eu un marché du mobilier plus bas. Voilà, ils ont pu investir, etc. Les jeunes sont arrivés, ils sont broke dans un marché où en fait des patrimoines énormes se sont reconstitués, avec quelques familles qui, dans certaines villes, il y a quelques familles qui vont posséder la moitié du parc immobilier rien qu'à eux, et les jeunes, ils arrivent là-dedans avec des métiers de plus en plus précaires, avec des revenus qui suivent pas, avec des situations de fragilité sociale. Ils sont déjà aidés à peu près un peu par leurs parents, d'accord? Donc tu es d'accord sur ce conflit de génération? Alors, non, mais ça s'explique au niveau génération, mais il y a quand même la question du patrimoine derrière. C'est-à-dire, on peut pas dire les boomers de manière générale, parlons des riches quand même, hein, parce que, et en effet, si tu prends une famille de riches, les vieux ont plus de patrimoine que les jeunes, en général, c'est vrai, dans les familles de riches, et cette solidarité intergénérationnelle, finalement, elle se fait à l'intérieur des familles, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que on en est aujourd'hui, on est jeté, on est forcé à compter sur une solidarité familiale, et là, on n'est pas égal. Là, on revient à ces questions sociales dans une famille. Alors, ça ne veut pas dire que les prolos aident pas leurs enfants. Hein. Les prolos aident leurs enfants. Et proportionnellement à ce qu'ils gagnent, ils aident plus leurs enfants que les vieux, que les bourgeois. et les bourgeois, voilà, qui savent qu'il y a un héritage qui va tomber à un moment, ont un matelas en fait familial, peuvent demander de l'argent aux grands-parents. Parfois, il arrive, on en est même avec des grands-parents, parfois qui aident les parents aussi. Hein. Mais voilà, et ça, c'est terrible parce que comment tu fais société si le poids de la famille, le poids de l'hérédité est redevenu à ce point important? Donc il faut remettre des mécanismes qui vont casser ça. Toute l'histoire pour socialiser ces solidarités plutôt qu'au contraire les ramener dans la sphère familiale. Ouais, mais... vas-y Lorraine. Ouais, mais justement, la Macronie, avec tout ce qui, avec leur budget et la manière de toute façon dont ils conçoivent les aides sociales,
ils sont en mode débrouillez-vous en fait, débrouillez-vous, et c'est la faute de vos parents si vous n'ont pas donné ceci et cela. Et après, on parlera peut-être de ce que disait Elisabeth Borne sur les émeutes, etc., où on a encore remis la faute sur les parents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, en tout cas, que la Macronie met l'accent à fond sur les parents, etc., etc. De la même manière que pour les bourses, et le fait que, dans l'interview de Emmanuel Macron sur la chaîne d'Hugo Décrypte, où on lui parle justement des bourses, etc., et d'un espèce de revenu universel ou d'allocation pour les jeunes étudiants, il leur dit, oui, mais en fait, c'est la famille en fait, qui est responsable de ces jeunes-là. Donc c'est un renvoi vers la sphère familiale. C'est pas Thomas Piketty qui propose une quasi-suppression de l'héritage. Il faut attaquer le capital. Il me semble qu'il propose de taxer très fortement les successions et ce qui est très Roltien. Et le redistribuer avec un capital de départ, c'est ça? Exactement. À tes 18 ans, tu as je sais plus combien de milliers d'euros. De plus de 100 000 euros, hein, c'était entre 100 et 200 000, je crois, ce qu'il proposait par personne à 18 ans. Voilà. Si on fait une moyenne, on éclate tous les héritages de tout le monde, on divise. Enfin, c'est pas exactement ça, mais enfin, on pourrait avoir 100 000 pour démarrer dans la vie, quoi. Ça fait partie des positions. Pour l'instant, tu as le SNU. Donc la richesse, elle est héréditaire. La richesse est héréditaire, mais la pauvreté aussi est héréditaire. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission. Il faut parfois 6 générations pour sortir. Exactement là. Chers amis, on arrive déjà à la fin de notre première partie d'émission. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui participent à la réalisation de cette émission, les équipes techniques, les équipes éditoriales. Je vous rappelle que cette émission, elle n'est possible que grâce à vos dons, chers amis. Abonnez-vous vous aussi à Backseat sur KissKissBankBank. Prenez un abonnement, prenez celui qui correspond le mieux à votre bourse et à votre envie de voir cette émission continuer, évoluer. Si vous trouvez que Backseat a sa place et que Backseat est une bonne émission, alors soutenez-nous pour nous aider à la faire. Chers amis, on va marquer une petite page de pause. Avant ça, je vous propose qu'on regarde juste un petit coucou de Léa. Léa qui est aux États-Unis, on n'a pas pu la voir tout à l'heure. Non, elle nous a envoyé une vidéo finalement. Donc on va regarder une petite vidéo de Léa et juste après, on va enchaîner avec une pause. Ok. Salut à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée pour ce couac, pour ce loupé, pour ce raté, bref. J'ai trop le seum de pas avoir pu vous parler. J'ai tout fait, en plus j'avais préparé la 5G, j'étais à côté d'un Wi-Fi pourri vraisemblablement, enfin bon bref, quoi qu'il. Juste pour vous dire que la Walk Academy se passe très très bien. Je suis actuellement à Manchester, dans le New Hampshire. C'est particulier, disons, mais c'est très intéressant. On rencontre plein de gens, plein d'assos qui bossent sur les questions de violences sexuelles et sexistes. Donc voir un peu quelle est leur approche, etc. Ça aurait été trop cool de pouvoir en parler en direct avec vous, mais voilà. Et puis vous me manquez de ouf. Et j'espère que tout va bien et que vous avez fait une super émission, je n'en doute pas une seule seconde. Je vous embrasse et puis je reviens en pleine forme avec plein de choses à vous raconter. Voilà, merci beaucoup Léa pour cette petite vidéo que tu nous as envoyée. Chers amis, je vous propose que sous un tonnerre d'applaudissements, on enchaîne et on fait une petite phase de pause. Et on se retrouve juste après la pause, à tout de suite.